c'est un petit focus par rapport à une couleur qu'on voit de temps en temps et qui peut parfois nous poser problème. Donc on va essayer de faire un petit peu tout ça. C'est mes conflits d'intérêts, je ne vais pas vous les faire à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est juste histoire de que vous voyez que c'était surtout quand j'étais interne et qu'on n'avait pas le choix de signer. Voilà. Alors, on va parler avec un peu d'histologie. Coucou Gianne qui arrive en retard, on l'affiche après. Alors, ça vous vous rappelez, c'est on va dire une coupe sur le côté de la peau. Vous avez donc l'épiderme, vous avez en dessous le derme et vous avez les papilles dermiques, vous savez, qui font des espèces de vaguelettes. Et ces papilles dermiques, elles nous permettent de retrouver l'aspect de réseau que vous voyez parfois en dermoscopie. Je vous fais juste ce petit rappel. Vous savez, vous avez la pigmentation. Au-dessus des papilles, il y a très peu de pigments. Entre les papilles, il y a plus de pigments. Et si on fait ça en 2D et qu'on le met sur une plaque, finalement, et qu'on la regarde de dessus, et ben au-dessus des papilles, ça fait des trous blancs. Et entre les papilles, ça fait plus foncé et ça donne l'aspect de réseau. Je vous rappelle donc également que tout ce qui est superficiel se voit particulièrement bien et est très bien limité en dermoscopie. Donc si vous voyez quelque chose de bien limité, quelque chose de très net, ça veut dire que c'est très superficiel. Et là, on va parler un petit peu des différents chromophores que vous connaissez. Ensuite, on parlera plus de la couleur bleue. Les différents chromophores que vous avez dans la peau, vous avez l'hémoglobine, la kératine, la mélanine. C'est les trois grands. L'hémoglobine, c'est simple. C'est du sang, donc c'est rouge. Parfois, le sang il est décarboxylé, et à ce moment-là, ça va apparaître plutôt violet. Jusque-là, c'est plutôt simple. La kératine, ça apparaît blanc. Si vous la mélangez à un peu de sérum séché, ça va devenir un peu moins jaune, plus orange. Enfin, la mélanine. La mélanine, c'est toujours noir, quoi qu'il arrive, tout le temps. Et parfois, ça apparaît de différentes couleurs. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que ça apparaît marron quand je regarde un grain de beauté si c'est noir? À cause de l'effet Tyndall, vous le connaissez, c'est le fait que quand on a du pigment qui est plus en profondeur, une partie de la longueur d'onde est absorbée par la peau. Et plus vous allez avoir quelque chose qui va être en profondeur, plus le rouge va être absorbé et mieux vous voyez la couleur bleue. Donc très superficiel, ça apparaît noir. Un peu plus profondément, ça apparaît marron. Encore plus profondément, ça apparaît gris. Et beaucoup plus profondément, ça apparaît bleu. Juste avec ça, vous comprenez que la couleur bleue, elle peut apparaître de plusieurs manières différentes. Quelque chose de noir, mais qui est en profondeur, apparaîtra bleu. Et le sang peut apparaître aussi un peu bleu. Donc vous vous dites, ah ouais, mais donc le bleu, finalement, c'est pas un seul truc, ça peut être différents trucs. Effectivement. Ça peut être 4 types de trucs en priorité, le bleu. Ça peut être en premier de la carboxyhémoglobine dans les cellules. Donc de sang qui est très peu oxygéné. Et là, on va réfléchir. Qu'est-ce qui peut avoir du sang très peu oxygéné? On peut avoir des hémangiomes, donc des tumeurs vasculaires. Vous pouvez avoir une tique avec du sang à l'intérieur, ça apparaîtra bleu aussi. La tongase, qui est une maladie du coup, qui permet aussi d'avoir du sang à l'intérieur, et donc qui apparaîtra plus bleu. C'est rare, mais bon. En gros, dès que vous avez du sang dans un truc, ça peut apparaître un peu bleu. Ensuite, il y a l'encre. L'encre, c'est noir. Si vous la mettez un peu en profondeur, ça apparaît bleu. Et là, vous avez toutes les possibilités d'encre dans la peau. Soit vous avez le tatouage esthétique, vous pouvez aussi avoir un tatouage de radiothérapie. Parfois, sur les ganglions sensibles, ça peut apparaître aussi comme ça de manière séquelaire. Le corps étranger, si vous avez un plomb de chasse, par exemple, tout bêtement, c'est rare, mais ça peut arriver, ça apparaîtra bleu parce que c'est noir et c'est en profondeur. L'acide hyaluronique, si ça a été fait de manière un peu trop superficielle, ça peut aussi donner ce genre de séquelles. Donc là aussi, si vous avez une couleur bleue qui est dans une zone où il y a eu quelque chose, un traumatisme quelconque, ça peut être intéressant à demander à votre patient. Donc jusqu'à là, c'est relativement facile. L'hémangiome, bon, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Les tiques, etc. également, on voit à peu près. Les tatouages, soit les gens l'ont fait exprès, soit ils vont être capables de vous dire qu'il y a eu quelque chose quand même qui a été fait en radiothérapie. Le plomb de chasse, souvent, pareil, il va vous expliquer qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qu'il faut penser à demander spécifiquement parce que les gens peuvent oublier. Enfin, la mélanine, comme on l'a dit, avec l'effet Tyndall. Et alors là, on rentre dans le spectre de multiples tumeurs qui peuvent avoir ça à l'intérieur. Le névus bleu, vous le savez, le névus bleu malin, les métastases de mélanome et d'autres tumeurs un peu plus rares qu'on voit moins fréquemment en médecine générale, les pyomatricomes, hydradénomes, hydrocystome, bref.
d'autres tumeurs annexielles qui peuvent donner ce genre de choses. Donc 4 grandes choses quand vous voyez du bleu, ça peut être du sang, ça peut être un corps étranger, ça peut être de l'encre et ça peut être de la mélanine. Si vous avez ces 4 trucs en tête, vous ne pouvez pas louper grand chose par rapport à la couleur bleue et ça peut vous permettre de réfléchir à d'autres diagnostics différentiels. Il y a 2 grandes façons de voir les choses quand vous avez du bleu. C'est soit le bleu est isolé, soit le bleu est associé. Si le bleu est isolé, c'est lui qui va vous donner le diagnostic. Soit vous avez un patron saculaire, donc le même que vous voyez dans les hémangiomes, l'angiotératome. Vous pouvez aussi avoir des hémolymphangiome. Le Kaposi va aussi pouvoir apparaître bleu de temps en temps. Ça, ce sont des tumeurs vasculaires qui vont avoir souvent un patron vasculaire relativement typique et difficile, on va dire, de se planter. Vous savez, en tout cas, que c'est du vasculaire. Ok. Patron bleu sans structure, donc l'apanage finalement du névus bleu, mais pas forcément. Vous pouvez aussi avoir, du coup, s'il est associé à rien, vous avez juste le patron homogène sans structure, c'est donc du coup sûrement un névus bleu. Vous savez que ça peut aussi être une métastase de mélanome. Vous connaissez les règles pour savoir si on a le droit de le laisser ou pas. Globalement, les règles sont simples. Est-ce que cette petite lésion est là depuis longtemps? Oui, ok, on est rassuré. Est-ce qu'elle a beaucoup évolué? Pas du tout, c'est là depuis 10 ans, ça n'a jamais bougé, on est rassuré. Diagnostiquement, c'est un joli patron homogène sans structure, on est rassuré. Et le patient n'a pas d'antécédent de mélanome également. Si on a les 4 au vert, on peut y aller, c'est un névus bleu, il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Vous avez le névus bleu malin, qui est une entité un petit peu plus rare. Les métastases de mélanome, on en a parlé. Les vasculites, les échymoses peuvent avoir aussi un aspect bleu, bleuâtre, on va dire. Névus tardiétoïde hémosidérotique, vous le connaissez peut-être pas. C'est un truc qui peut arriver de temps en temps quand vous avez un névus qui a été par exemple massé. Ça va donner un aspect assez particulier, comme celui-ci que vous voyez là. En fait, vous avez le névus qui devient un peu rougeâtre, qui peut être très inquiétant, qui peut grandir en volume avec un aspect en cocarde autour, d'où le côté tardiétoïde, target comme une cible en anglais. Donc voilà, si vous avez du bleu isolé, c'est lui qui vous donne le diagnostic, et la plupart du temps, c'est des choses qui sont relativement faciles à aller chercher, il n'y a rien de bien complexe. Par contre, l'autre chose, et ça c'est important, c'est que si vous avez du bleu qui est associé à une autre couleur, la plupart du temps, c'est cette autre couleur qui va vous donner le diagnostic. Et c'est souvent malin. Vous avez du bleu et du noir, ça s'appelle le black blue sign, c'est très en faveur du mélanome. Vous avez du bleu et du rose, les mélanomes desmoplastiques donnent ce genre d'association de couleurs. Vous avez du bleu et du blanc, les méthamélanome, le mélanome peuvent aussi le donner. Il y a aussi des tumeurs bénignes qui peuvent avoir du bleu, le Spitz peut avoir du bleu, certaines KS peuvent avoir du bleu, c'est très 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 contre-intuitif, puisque du coup la KS est très superficielle, il n'y a donc aucune raison qu'il y ait du bleu. Parfois ça arrive, mais c'est relativement rare. Les basos, bien entendu, peuvent avoir du bleu. Certains dermatofibromes anévrismaux, donc des dermatofibromes qui ont été massés, qui ont été vraiment modifiés, peuvent apparaître avec du bleu également à l'intérieur. Et vous avez toute une autre série de tumeurs annexielles dont on ne va pas vraiment parler dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vous avez du bleu et une autre couleur. Attention, pensez au mélanome en priorité, c'est ce qu'il faut que vous éliminiez. Et après, on peut commencer à jouer. Une fois que vous vous dites non, c'est pas un mélanome, on peut commencer à s'amuser un peu et réfléchir à d'autres diagnostics qui peuvent être bénins comme malins. Ici, vous avez un exemple de mélanome avec du bleu à l'intérieur. Vous avez un exemple de névus bleu anévrismal à droite. Et vous avez un exemple juste à gauche de dermatofibrome, à droite de névus bleu fibrosé et à gauche de dermatofibrome anévrismal. Donc, on résume, le bleu, soit c'est isolé et c'est soit un patron saculaire, c'est facile, soit un patron sans structure et vous connaissez avec les diagnostics différentiels du névus bleu, soit c'est associé et alors là, vous devez penser en premier au mélanome quand même en priorité. Ça, c'est la couleur bleue. Vous me direz si vous avez des questions. C'est un petit topo parce que c'est un truc qui est parfois pas facile à comprendre. Et donc vous avez les 4 grandes choses à penser maintenant. Le corps étranger, le sang, la mélanine, et il me manque le dernier forcément. Et l'encre. Merci. Maintenant, on va parler un peu de la polarisation, parce que c'est un truc où souvent on vous l'explique, mais on ne l'explique pas forcément très bien. Donc on va essayer de l'expliquer de manière simple. C'est quoi la lumière polarisée quand on utilise son dermoscope?
Bah, c'est pas si compliqué que ça en vrai. La polarisation, vous avez un dispositif qui est votre dermoscope qui va envoyer de la lumière. Cette lumière, dans la lumière du jour, vous avez des rayons lumineux. Alors c'est pas de la physique que je vous fais là, c'est avec les mains on va dire. C'est de la lumière avec des rayons qui vont dans tous les sens. Votre dispositif de polarisation, il va mettre les rayons tous dans le même sens. Vous n'avez qu'un seul type de rayon parallèle ou perpendiculaire aux autres. Ces rayons, ils vont arriver et une partie va être reflétée par la couche cornée de la peau. La réflexion de la couche cornée de la peau, elle ne change pas la polarisation de la lumière reste polarisée de la même manière et revient vers votre dermoscope. Plus profondément, pareil, la lumière, elle pénètre un petit peu en superficie et elle va être renvoyée. Pareil, pas de modification, pas de modification des rayons lumineux et ils retournent vers le haut. Par contre, un peu plus en profondeur, les rayons vont être légèrement déviés, donc la lumière ne sera pas polarisée de la même manière. Et vous avez juste un filtre sur votre dermoscope qui coupe les rayons qui n'ont pas été déviés. Donc tout ce qui n'a pas été dévié, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça que la lumière polarisée vous permet de très bien voir la profondeur. Par contre, elle coupe complètement le signal de la superficie. Donc par exemple, quand vous utilisez de la lumière polarisée sur une kératose séborique, vous n'y voyez pas très bien, parce que vu que c'est une tumeur très superficielle, votre dispositif va couper quasiment tout le signal lumineux de cette tumeur superficielle, et donc vous n'y voyez pas grand-chose. D'où l'intérêt pour les tumeurs profondes, ou avec une composante profonde, d'avoir de la lumière polarisée. Mais par contre, il faut avoir un dispositif sans lumière polarisée pour les tumeurs superficielles, parce que ça vous donne d'autres informations. La lumière polarisée, il y a une diminution du coup, ça permet une diminution du reflet qui est due à la couche cornée, c'est très bon pour la profondeur. Et il y a des structures qui sont spécifiques en polarisation. Vous avez dû le voir, le savoir. Il y a des structures où vraiment la lumière polarisée va vous permettre de voir ça. Et sans lumière polarisée, en fait, ça n'existe pas. C'est des artefacts liés à la polarisation. Ou alors certaines structures qui existent réellement, mais qui sont beaucoup moins visibles. On va prendre un exemple, les lignes blanches brillantes. Les fameuses lignes blanches brillantes, vous les voyez dans différentes choses. À gauche, vous avez un baso, où vous voyez bien les petites lignes blanches brillantes. Au milieu, vous avez un névus de Spitz, vous voyez des petites lignes blanches brillantes. À droite, vous avez un dermatofibrome. Ici, vous avez un carcinome épidermoïde. Ici, vous avez un mélanome avec des lignes blanches brillantes. Et ici, vous avez même une kératose séborique avec des lignes blanches brillantes, ce qui est beaucoup plus rare. Donc, ligne blanche brillante ne veut pas dire malin, mais c'est un indicateur tout de même de certains types de tumeurs. Par exemple, vous ne voyez pas le névus standard. Un névus standard n'est pas censé avoir une ligne blanche brillante, c'est un élément plutôt en faveur du mélanome. Le névus de Spitz, pareil, a des lignes blanches brillantes, mais il y a d'autres choses qui vous y fera penser à côté. Bref, ligne blanche brillante, ça ne veut pas dire malin, mais en tout cas, dans un diagnostic différentiel névus-mélanome, il faut penser à ces lignes blanches brillantes qui sont vraiment un élément en faveur du diagnostic. Je vous les ai mis ici pour que vous voyez mieux les petites lignes blanches brillantes dans le baso, dans l'épidermoïde, dans le mélanome, dans une KS, dans un dermatofibrome et dans un Spitz. Il y a d'autres choses qui sont spécifiques à la polarisation. Exemple, les fameux blotches blancs brillants. Ça ressemble un peu aux lignes blanches brillantes, mais c'est plus comme des petits nuages. Vous les voyez notamment très bien dans les carcinomes basocellulaires. C'est vraiment les structures blanches brillantes habituelles qu'on voit dans les carcinomes basocellulaires. Et le problème, c'est que c'est aussi possible de les voir, notamment dans les cicatrices, les grosses cicatrices hypertrophiques. On peut parfois avoir cet aspect-là. Donc, ce n'est pas pathognomonique, mais on va dire si vous voyez des structures blanches un peu plus sous forme de nuages blancs brillants, c'est plus évocateur d'un diagnostic de baso, par exemple, que d'un diagnostic de mélanome, où ce sera plus sous forme de ligne, par exemple. C'est pas de la science exacte, mais ça vous oriente un petit peu. On continue, les rosettes. Les rosettes, vous les connaissez peut-être, c'est des 4 petits points blancs brillants qui sont situés dans les follicules pilosébacés. Ça n'existe pas, hein, c'est un artefact lié à la polarisation, c'est impossible de les voir en dehors de la lumière polarisée. Et en fait, c'est lié au matériel en fait, qui est à l'intérieur du follicule pilosébacé. Vous l'avez dans les kératoses actiniques, donc c'est un des trucs qui nous permettent vraiment de le voir, notamment au niveau du visage, c'est un élément important, mais vous pouvez aussi en avoir dans l'épidermoïde, hein, ne pensez pas que c'est pathognomonique de la kératose actinique. On le sait un peu moins, mais vous pouvez aussi avoir des rosettes dans le baso, donc pareil, hein, ça ne veut pas dire que c'est
forcément du spectre de l'épidermoïde, ça peut aussi être un basocellulaire, c'est plus rare. Et vous avez des rosettes qui ont été décrites dans des cicatrices de la même manière, dans des dermatofibromes et dans des mélanomes. Je n'ai pas d'exemple à vous montrer ici. C'est relativement plus rare. La plupart du temps, les rosettes sont quand même évocatrices d'une tumeur du spectre de l'épidermoïde. Mais encore une fois, il y a des exemples et il y a des exceptions qui existent. Je vous ai mis ici des petites rosettes que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, ces fameux quatre petits points dans une structure ronde. On continue le rainbow pattern, avec mon anglais parfait. Le rainbow pattern qui a été initialement décrit sur certains types de tumeurs très précises, finalement on se rend compte que c'est assez, pas habituel, mais on peut le rencontrer dans différents types. C'est pas un patron qui est spécifique d'un type de tumeur. On peut le rencontrer à la fois dans le fibroxanthome, dans le dermatofibrome, dans le sarcome de Kaposi, dans le mélanome, dans le lichen, dans le baso. Bref. En gros, ça ressemble à ça. C'est juste une lumière un petit peu irisée. Si vous rencontrez ce genre de choses, on le rencontre assez facilement dans des tumeurs qui ont macéré, qui ont la macération peut donner ce genre d'aspect. Ça ne vous oriente pas énormément, mais voilà, vous avez un certain type de tumeurs qui peuvent avoir ce truc très spécifique lié à la polarisation. Et enfin, vous avez l'inverse, qui sont les pseudokystes cornés, qui sont des structures qui du coup, se voient très mal en polarisation et qui se voient mieux sans la lumière polarisée. À exemple d'une KS à gauche et d'une KS du coup sur laquelle on zoome, vous voyez des pseudokystes cornés qui se voient bien mieux en lumière non polarisée. Vu que c'est très superficiel, la lumière polarisée couperait complètement le signal. Donc la lumière polarisée, il y a des choses très importantes, les lignes blanches brillantes, notamment dans le diagnostic différentiel avec le mélanome et le névus. Vous avez les blotches blancs brillants qui vous orientent plus vers un baso. Vous avez les rosettes qui vous orientent plus sur le spectre de l'épidermoïde, même s'il y a d'autres diagnostics. Le rainbow pattern, c'est honnêtement des trucs un peu plus rares quand même, mais ça doit vous attirer parce que le fibroxanthome, le sarcome de Kaposi, le mélanome, le baso, il y a pas mal de choses quand même. Même le lichen qui nécessite une prise en charge quand même spécifique. C'est des choses où la plupart du temps vous allez devoir de toute façon avoir une histologie. Et les pseudokystes cornés qui par contre sont pas du tout graves. Et par contre les pseudokystes cornés, c'est à savoir quand même, ne sont pas pathognomoniques de la KS. Il y a d'authentiques pseudokystes cornés dans des mélanomes. Il ne faut pas se leurrer. Vous voyez un pseudokyste corné, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une KS. C'est un élément parmi d'autres. Globalement, tous les éléments qu'on vous montre en dermoscopie, à chaque fois, c'est des éléments qui sont très orientants dans quelque chose, mais il ne faut jamais vous dire j'ai vu une rosette, donc c'est une kératose actinique, j'ai vu un pseudokyste corné, donc c'est ça. C'est un élément parmi d'autres, et si vous avez de forts éléments pour autre chose, vous avez des pseudokystes cornés et vous avez un black blue sign, pensez d'abord au mélanome. Black blue sign dans une KS, c'est plus rare. Donc voilà, il faut savoir, on va dire, tout interpréter et pas se jeter sur un seul élément sémiologique. Il faut savoir prendre le truc dans sa totalité. Il y a des petits pièges en polarisation. La pression, déjà. Si vous appuyez comme un sourd sur la lésion, vous allez perdre certains éléments liés à la polarisation. Donc du coup, c'est bien de jouer un peu sur la pression avec votre dermoscope, notamment en mettant un gel d'immersion entre et en appuyant plus ou moins, ça vous permet de voir. Deuxièmement, l'angle. Si vous avez un doute sur ce que vous êtes en train de voir, si vous vous dites est-ce que c'est vraiment une ligne blanche brillante, donc une structure finalement qui est liée à la polarisation, ou autre chose, de la fibrose, bref, un truc cicatriciel qui serait un peu linéaire, un très bon moyen de vous en rendre compte, c'est de prendre votre dermoscope et de tourner. Vous tournez votre dermoscope, en fait les lignes blanches brillantes, si c'en est des vraies, elles vont changer, parce que c'est lié à la polarisation. Donc en fait, vous n'allez pas avoir les mêmes lignes. Par contre, si en tournant, vous vous rendez compte que les lignes blanches brillantes, elles restent exactement dans la même position, c'est que c'est probablement pas... Alors là, vous enlevez votre polarisation, normalement elle reste aussi, mais si vous avez un doute, c'est un bon moyen de savoir si c'est des vraies structures, par exemple de cicatrices, ou si c'est des lignes blanches brillantes qui sont liées du coup vraiment authentiquement des lignes blanches brillantes. C'est un élément sémiologique qui parfois peut être un peu difficile à interpréter. Le fait de tourner peut vous dire, si vous voyez que les lignes blanches changent avec votre angle, bah, ça veut dire que vous êtes en vraie face de lignes blanches brillantes. Ensuite, certains éléments, désolé, comme le delta 30, permettent moins bien de voir les lignes polarisées. Certains dermoscopes permettent de mieux le voir, d'autres de moins bien le voir. Bref, c'est pas un truc hyper... La plupart des dermoscopes permettent de bien voir les lignes blanches brillantes, certains un peu moins.
c'est un problème qui va être réglé, je pense, mais en tout cas, il y a un dermoscope, on sait que c'est pas son point fort. Voilà. Petits exemples. Ici, vous avez 2 fois la même lésion. Vous voyez en lumière polarisée, en lumière non polarisée. Vous voyez ici, vous n'avez quasiment rien ici, alors qu'ici, vous avez des petites lignes blanches. Ça, ce sont des lignes blanches brillantes. C'est plutôt en faveur. Si vous dites, je suis en face d'une lésion mélanocytaire, ce simple fait-là, il est plutôt en faveur du mélanome. Vous avez beaucoup d'autres choses qui vous orientent sur cette lésion, mais quand même, on va dire que c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Donc, les 3 grandes choses à avoir en tête, c'est la pression, votre dermoscope, l'angle, et il y a peut-être un dernier truc qu'on peut avoir en tête, c'est la chaleur de votre dermoscope. Votre dermoscope va avoir, pour certains, une colorimétrie très chaude, comme celui-là par exemple, que vous voyez ici. Là, vous voyez, en fait, je vous ai fait une petite, je vous ai fait un petit piège. Ici, c'est aussi de la lumière polarisée. Et vous avez vu, on le voit moins bien. Je vous ai dit lumière non polarisée, personne clique. Parce que ça, c'est un dermlight, ça, c'est un autre dermlight. Ici, vous êtes sur un dermlight avec une colorimétrie plus claire, ici plus chaude. En lumière plus chaude, on voit beaucoup mieux les lignes blanches brillantes que sur une lumière plus claire. Notamment, c'est important, par exemple, si vous avez certains dispositifs qui ont le pigment booster à l'intérieur, qui vous permet d'avoir une lumière plus chaude, vous verrez mieux les lignes blanches brillantes avec ce pigment booster que si vous êtes sur une lumière plus claire. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Vous avez ces 4 éléments lorsque vous voulez voir les lignes blanches brillantes: la pression, l'angle, le dermoscope et la chaleur du dermoscope.